de justifier les faibles conditions de travail et ne rend pas justice à la dignité des travailleurs et travailleuses agricoles temporaires. Le lien qui unit ce groupe à la paysannerie québécoise et aux communautés autochtones est la poursuite de la souveraineté alimentaire, donc le droit de décider de nos manières d'organiser l'habitation des terres et l'alimentation de nos communautés. La Via Campesina, en solidarité profonde avec d'autres réseaux, mouvements et processus, a œuvré au terme d'une quinzaine d'années à l'adoption de la Déclaration des droits des paysans et paysannes. C'est un outil qu'il ne faut pas confondre avec la Déclaration des droits des Autochtones qui a préséance sur la Déclaration paysanne. C'est ça. Donc, à partir de maintenant, on va écouter nos quatre fabuleux panélistes. Geneviève, Amélie, Michel et Shannon. Donc, je vais commencer à demander à Geneviève si elle peut nous introduire cette déclaration sur les droits paysans, qui elle concerne cette déclaration et comment elle peut nous servir dans nos luttes. Geneviève Savigny est militante du mouvement international La Via Campesina en étant membre de la Confédération paysanne en France. Donc, à toi la parole, Geneviève. Oui, bonjour. Alors, on va essayer de partager un écran puisque j'ai un petit montage pour introduire le sujet de la Déclaration des droits des paysans. Donc là, je précise que moi, je suis paysanne dans le sud de la France, que je fais de la volaille fermière et que j'étais surtout investie au niveau de ECVC, donc la coordination européenne Via Campesina, disons la coordination qui rassemble toutes les organisations d'Europe, de paysans et puis aussi de travailleurs, et que j'ai pas mal travaillé sur cette question de la déclaration des droits des paysans. Alors, pas au début, mais en 2013, un petit peu quand l'Europe s'est sentie obligée de s'investir dans ce travail, puisque les pays européens bloquaient en fait le développement de la déclaration des droits des paysans, qui ne leur convenait pas tellement, puisque je pense que le Canada, d'ailleurs, est un peu dans le même cas. Les peuples occidentaux, globalement, considèrent qu'il n'y a pas de paysans. Mais on va voir un petit peu comment ça marche, qu'il n'y a que des agriculteurs, mais pas des paysans. Donc, on verra un petit peu ce que ça veut dire. Je ne sais pas si Marie-Jo peut partager l'écran. Voilà. Donc, on passe. Ça, c'est un titre. Rapidement, donc la Via Campesina, c'est nous. Donc, c'est à ce titre-là que je me suis engagée dans les activités internationales, mais surtout sur la déclaration. Donc, on peut passer. Alors, en 2 mots, la coordination européenne, c'est une trentaine d'organisations. Et là, vous voyez un des immeubles symboliques de la Commission européenne à Bruxelles, là où on essaye de manifester. Donc, on passe à la suivante. Donc, voilà, comment on a utilisé les droits pour des bagarres. Là, c'est sur les semences. On passe. Alors voilà, pour démarrer un petit peu l'histoire de cette déclaration, alors très important, ce sont les paysans d'Indonésie qui ont lancé le travail sur la déclaration, avec notamment Henri Saraghi, le leader, qui depuis longtemps cherchait à défendre les paysans. Comme il avait aussi un peu des idées de juriste en disant on a besoin dans les droits humains, on a besoin d'un outil qui permettrait de défendre les droits des paysans qui sont bafoués par les multinationales, par l'État aussi qui expulse les paysans, etc. Il a commencé par chercher un soutien à Genève. On rencontrait des organisations, des ONG qui travaillent là-bas, c'est-à-dire notamment le CETIM, une organisation basée à Genève, et FIAN, donc internationale, mais qui travaille sur le droit à l'alimentation, et qui ont fait un travail de fond pour documenter la question de la violation des droits avec un certain nombre de rapports. Voilà. Parallèlement, il a fait tout un travail interne à l'intérieur de Via Campesina pour réfléchir sur c'était quoi cette question des droits, comment est-ce qu'on pouvait défendre les paysans, les paysannes au niveau international dans les différentes régions.
donc avec beaucoup de travail interne pour arriver à une propre rédaction de la déclaration. Il y a longtemps, à peu près en 2008, il y avait déjà un premier document écrit. Ce document a été accepté en interne, donc avec plusieurs réunions, une conférence, etc. Et puis, bon, mais ça n'avançait pas forcément, mais en 2008, il y a eu la crise alimentaire, donc qui a fait prendre conscience au pays que la question alimentaire était vraiment vitale, elle pouvait secouer les États, elle pouvait poser des problèmes, et donc ils ont pu présenter la question de la déclaration à l'ONU ainsi qu'à Genève, au Conseil des droits de l'homme. On peut passer. Donc le Conseil des droits de l'homme qui rassemble les pays qui en font partie ont lancé une étude. L'étude s'est terminée en 2012 et cette étude finale des experts, des experts reliés au Conseil des droits de l'homme, disait que oui, les paysans, les paysannes étaient particulièrement discriminés et qu'ils avaient besoin d'un instrument spécial. Et que on a aussi parlé d'élargir cette question de paysans, de paysannes à l'ensemble des travailleurs ruraux, parce que, en fait, et on le verra un peu plus tard dans la définition des paysans qui est donnée dans la déclaration, mais parce que, en fait, il y avait tous les gens qui travaillaient la terre, il y avait une sorte de continuum entre les paysans, les petits agriculteurs, des paysans sans terre, des travailleurs agricoles qui ont des petites parcelles, mais qui sont salariés à d'autres moments, des gens qui sont aussi pêcheurs, mais aussi qui peuvent travailler etc. Donc, en fait, les paysans, les gens qui travaillaient la terre étaient en fait tout un tas de personnes, et y compris donc les peuples autochtones qui, eux, avaient déjà un processus commencé et qui était très important de travailler ensemble pour avoir une déclaration qui ne nuise à personne, qui soit vraiment complète. Alors, donc, il y a eu une résolution qui établissait le travail et le gouvernement bolivien a accepté de piloter le travail pour l'obtention de la déclaration. Alors, on passe. Alors, c'était long parce que ça se passe par session d'un groupe de travail. Les groupes de travail, c'est les pays qui se rassemblent, les pays volontaires qui viennent discuter dans l'enceinte du Conseil des droits de l'homme et qui discutent. Alors, petit à petit, sur l'idée, sur le concept, sur le contenu, sur les articles. Et ça a été une discussion qui se fait à chaque fois une réunion par an. Donc, en fait, c'est très long puisque c'est une lutte vraiment de long terme où chaque année, il faut demander de renouveler le mandat pour avoir la capacité de faire ces réunions des groupes. On appelle ça des groupes internationaux à composition non limitée. Et à chaque fois, via Campesina et les organisations alliées, donc les organisations des peuples autochtones, des pastoralistes, des pêcheurs, venaient aussi à Genève de façon à nourrir les discussions et de compléter la discussion des États par leurs interventions. Donc ça a passé longtemps, je vous passe toutes les discussions, mais c'était très important parce que en Europe, je disais qu'on est rentré en 2013 parce que les pays européens étaient contre, et à force de discussions, de rencontres des États, etc., les pays européens ont fini par globalement décider de s'abstenir lorsqu'est arrivé le vote terminal en 2018, donc à la fin 2018. Le Conseil des droits de l'homme a envoyé aux Nations Unies le document afin qu'il soit adopté par tous les pays des Nations Unies. Et là, donc, on peut avancer. On peut avancer un peu. Donc là, vous voyez, ça c'est au Conseil des droits de l'homme, donc toutes les organisations qui venaient accompagner le travail. Donc là, vous voyez, donc il y a les peuples autochtones, il y a les pêcheurs, il y a la délégation de Bolivie, les collègues de tous les pays. Et donc ça, voilà. Et la suivante, on est directement arrivé à New York. Voilà. Et en 17 décembre 2018, le vote de l'Assemblée générale qui a donné 121 votes en faveur de cette déclaration, 8 votes contre, dont évidemment les États-Unis,
et j'en passe, mais et 54 abstentions, c'est-à-dire essentiellement les pays européens et le Canada qui s'est abstenu. Donc, bon, ce qui veut dire qu'il n'était pas enchanté par cette déclaration, mais on a l'outil. Ça y est, c'est gagné. Cette déclaration est un instrument du système des droits internationaux, donc il s'applique à tous les pays, qu'ils l'aient voté ou pas. Alors, une déclaration, ce n'est pas contraignant, c'est-à-dire que les États ne seront pas punis s'ils ne le font pas, mais c'est un outil qui va permettre d'inspirer les discussions, de rentrer dans la… et de façonner les lois, les règlements en fonction de ce qui est contenu dans cette déclaration. Alors, on va avancer sur ce qu'il y a dans la déclaration. Donc, je reviendrai un petit peu, mais il y a ces 28 articles dans une quinzaine de pages. Je crois que c'est vraiment important à notre stade, là où on en est, c'est de les lire, d'aller trouver cette déclaration. Hein, elle est facile à trouver sur Internet. Et ensuite, et puis via Campesina, on a fait une édition illustrée. Donc, ça permet de s'inspirer un peu de ce qu'il y a dedans. Donc, la déclaration a voulu rassembler dans un seul instrument, dans un seul texte, alors l'ensemble des droits universels, hein, c'est-à-dire les droits sur l'égalité, la non-discrimination, etc. Et puis des droits un peu plus spécifiques qui existaient dans différents instruments, mais qui sont bien adaptés à la question paysanne et qui vont mettre en avant, par exemple, dans la Déclaration universelle, on va parler de droit à un niveau de vie digne. Eh bien, la déclaration va préciser que ça donne droit aux ressources naturelles, le droit au développement, la question de l'accès aux ressources, l'accès à la terre, etc. Donc, vous voyez, enfin, les articles, là, sont les 14 premiers articles qui sont, je dirais d'une certaine façon, les droits universels, avec un accent sur l'article 4, sur les droits des paysannes. Là aussi, c'était très important qu'il y ait qu'on reconnaisse la question des femmes en milieu rural, et puis l'ensemble des droits. Alors, par rapport à ceux qui sont affichés là tout de suite, dans l'article 5, je le mets voilà, il est aussi important parce que c'est la question de gérer son environnement, etc. Je pense qu'on va avancer. Je n'ai pas vision sur l'heure, donc il faut me dire que je ne passe pas trop de temps. Alors, dans l'article 15, là, un point important, c'est qu'il est décrit donc, le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Donc, la souveraineté alimentaire, qui n'est pas actuellement un droit écrit, etc., bénéficie donc dans ce texte d'une définition qui peut faire référence. Hein, donc, ça s'appuie sur la déclaration issue du Forum de Nieleni en 2007, hein, donc, qui fait référence pour appuyer la souveraineté alimentaire sur donc, le droit de décider de ces systèmes alimentaires, hein, et des politiques à mettre en œuvre. Il te reste 5 minutes environ. Oui, d'accord, ça va. C'est parfait. C'est bon. Le droit au revenu est important. Donc, nous, en Europe, on aurait aimé le droit à un revenu décent, le droit de fixer les prix, etc. Donc là, ce qui est décrit, c'est tout un panel de droits et de moyens pour parvenir à un revenu, le droit d'avoir accès au marché, la nécessité que les États prennent des mesures pour faire face aux perturbations de marché, mais ça, pour nous, ça pouvait être des perturbations de marché, mais aussi des catastrophes naturelles ou des problèmes liés au commerce. On a le droit à la terre et aux ressources naturelles, qui évidemment est une question capitale à mettre en œuvre. La question de l'environnement et d'un environnement sûr, propre et sain, c'est-à-dire qui contient la question
de la santé et de ne pas être soumis aux problèmes liés aux pesticides ou aux épandages faits par les grandes entreprises. Le droit aux semences, donc avec le droit de développer le système paysan des semences, donc de multiplier, vendre, échanger. Droit à la diversité biologique, le droit à l'eau, sécurité sociale, santé, logement, donc là des droits plus classiques, mais qui sont importants de contextualiser en milieu rural. Et enfin, donc la responsabilité des États et puis des obligations, responsabilité des organisations et des obligations générales. Alors, dans la diapo suivante, je vais revenir sur la question du paysan. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important que dans un texte officiel, les paysans soient caractérisés comme ça, de façon positive, comme toute personne qui mène ou cherche à mener seule ou en association avec d'autres. Donc là, c'est les droits pas seulement personnels, mais communautaires. Une activité de production agricole à petite échelle, de subsistance et ou destinée au marché, appuyée sur la main-d'œuvre familiale, et je crois particulièrement important, et qui a un lien particulier de dépendance et de rattachement à la terre. Donc, fondamental. Donc, ça c'est très important. C'est lié ça décrit la question des peuples autochtones et la question des travailleurs salariés, quel que soit leur statut migratoire. Donc là aussi, ça a été une grosse bataille, de façon à ce qu'on ne fasse pas dépendre ce que les pays voulaient, le fait d'être reconnu comme paysan, donc pouvant réclamer des terres, pouvant être reconnu, de lier ça à un statut légal de migration. C'était extrêmement important et je pense que rien que travailler là-dessus, ça peut nous donner beaucoup de force à un moment où il y a un accaparement de plus en plus grand du système alimentaire et d'alimentation par le système industriel, agro-industriel, avec différentes choses. Donc, je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin. Je vais aller sur la dernière diapo, c'est juste une illustration, une image de Roumanie, celle-là, avec des paysannes et paysans en train de ranger le foin, sur la mise en œuvre. Donc, on va continuer avec la question officielle, c'est-à-dire peut-être quand on a une déclaration, pour la faire vivre, il y a ce qu'on appelle des instruments spéciaux. Donc, peut-être un rapporteur spécial, des groupes qui peuvent être financés, etc. Mais pour ça, il fallait un pays prêt à apporter le travail. On n'a pas beaucoup de gouvernements progressistes actuellement qui peuvent aider. Le retour d'un gouvernement progressiste au niveau de la Bolivie va pouvoir débloquer les choses. Mais bon, ça, c'est au niveau international que ça se traite. Actuellement, on essaye de diffuser cette déclaration, mais aussi de commencer à l'utiliser dans des processus en cours. En Europe, ça va être la politique agricole commune. Ça va être également au niveau de la FAO, la décennie de l'agriculture familiale. Voilà. Donc là, on essaye aussi de travailler un maximum pour la faire inclure, pour que ce qui est dedans soit inclus. On utilise aussi la déclaration pour la question aussi, vous avez peut-être entendu parler du Food System Summit, donc cette espèce de sommet qui est organisé en dehors du travail habituel du comité de sécurité alimentaire et qui pose un énorme problème à Via Campesina et à tous les paysans parce que c'est une attaque directe au multilatéralisme où les paysannes et paysans avaient une place et où maintenant c'est en gros les multinationales qui veulent diriger le système alimentaire. Donc là aussi, on met en avant la déclaration comme un outil qui permet de défendre le système paysan pour assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire. Donc voilà, c'est très très rapidement les outils, un petit peu l'état des luttes, mais c'est vraiment un outil qui convient de diffuser encore un maximum et d'utiliser le plus possible dans nos luttes quotidiennes. Ah, bon, mon micro. Super. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette présentation de la déclaration. Mon souhait, en fait, en t'invitant aujourd'hui, c'était que autant les gens au Québec qui soient, qui soient des mangeurs ou des mangeuses ou des gens qui produisent la nourriture ou même les gens qui travaillent avec les travailleurs et les travailleuses migrantes prennent connaissance de cet outil-là
parce que c'est c'est un mot en anglais, là, mais bien empower, là, ça redonne du pouvoir de savoir que enfin le droit, les droits à la souveraineté alimentaire, les droits paysans sont reconnus et que les personnes les plus bafouées dans l'histoire, donc les gens qui n'ont pas de terre et compagnie, sont quand même inclus là-dedans. Donc, surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des luttes paysannes. Donc, je voulais vraiment en puissancement que Marc Richard dit, eh bien oui, merci. Donc, je voulais, c'est comme une bonne nouvelle quand même à l'échelle internationale. Je vais juste prendre une petite minute pour vous présenter l'Union paysanne parce que je me rends compte que j'ai oublié de le faire. Donc, l'Union paysanne, c'est une association paysanne, c'est un regroupement qui milite au Québec pour la souveraineté alimentaire et pour le droit à une agriculture à échelle humaine, artisanale et une agriculture, dans le fond, qui contribue aussi à protéger la nature et tout, qui n'est pas extractiviste. Euh, et c'est très difficile au Québec de pouvoir faire ça parce qu'on n'est pas reconnu officiellement comme une organisation qui représente des personnes en agriculture parce qu'on a un monopole syndical au Québec, donc on a une situation assez particulière. Et moi, je suis la coordonnatrice du Comité international de l'Union paysanne. Donc, c'est ça. Pour faire suite à ce que Geneviève nous a présenté à la déclaration, euh, en fait, les enjeux paysans internationaux sont intimement intriqués dans les dynamiques mondiales. Amélie Nguyen, la coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière, le CISO, elle va pouvoir nous expliquer un peu comment les dynamiques mondiales influencent ces conditions-là, les conditions de vie des paysans, paysannes, de vie, de travail aussi des travailleurs et travailleuses agricoles au Québec. Donc, je te donne la parole, Amélie. Merci beaucoup. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité à participer à cet événement-là. C'est un plaisir d'avoir accès à des vraies personnes paysannes puis de pouvoir discuter de ces enjeux-là avec vous. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup à dire sur les dynamiques internationales. Ça va peut-être être un peu abstrait au début, mais je suggère ensuite de passer vers l'exemple du Mexique, comme c'est au cœur de notre système alimentaire, à la fois en termes de comme vous le disiez plutôt, d'importation de main-d'œuvre dite non qualifiée, mais aussi d'importation de produits alimentaires où les gens, de la même manière, ont des conditions de travail beaucoup moindres que celles qu'on peut avoir ici dans plusieurs cas. Donc, peut-être pour débuter, parmi les causes principales de migration internationale selon le Centre canadien des réfugiés, on dit qu'il y a les conflits et les violations de droits, l'extraction des ressources ou les activités commerciales, ensuite la dégradation environnementale ou climatique, puis le manque d'opportunités économiques ou sociales, c'est-à-dire le peu de services publics aussi, le manque de protection sociale localement dans d'autres pays. Donc, puis ce que je me suggère de lancer comme réflexion, c'est de dire que les migrations de ces travailleurs étrangers temporaires sont aussi causées en grande partie par les conséquences du système économique capitaliste puis de son expression néolibérale actuelle. Mais aussi, en trame de fond, on peut le dire, de l'absence structurelle de reconnaissance du rôle des paysannes et des paysans dans ces diverses manifestations. On le voit dans la déclaration, là, comme non seulement travailleuses, travailleurs, personnes qui défendent le territoire puis l'environnement, mais aussi comme personnes qui sont au cœur de la souveraineté alimentaire puis de l'accès au droit à l'alimentation pour l'ensemble de la population. Donc, pourquoi ce modèle est au cœur de l'affaiblissement du mode de vie paysan, non seulement ici, mais ailleurs dans le monde, et de la souveraineté alimentaire? Premièrement, parce que les accords de libre-échange favorisent un développement, je dis entre guillemets, mais un modèle de progrès là, industriel
qui est fondé beaucoup sur attirer les investissements directs étrangers, c'est-à-dire attirer les compagnies étrangères dans d'autres pays plutôt que favoriser une agriculture ou une économie locale. Puis donc, il y a des avantages extrêmement importants là, qui sont donnés à ces compagnies-là, notamment des diminutions réglementaires, des avantages fiscaux. Souvent, elles jouissent aussi d'une grande impunité en cas de violation des droits des populations locales ou de l'environnement ou d'une dégradation environnementale. Puis en particulier, ces accords de libre-échange-là ont permis une appropriation puis un accaparement des territoires, notamment des territoires des paysannes et des paysans. Puis là, notamment au Mexique, notamment en Haïti, des pays avec lesquels on travaille d'un peu plus près au ciseau. Puis dans ou autour de ces accords de libre-échange-là, il y a souvent aussi une diminution des appuis, des politiques publiques pour appuyer l'agriculture locale, comme par exemple une diminution des subventions à l'agriculture par les gouvernements, une diminution de l'accompagnement puis des formations qui peuvent être données, une diminution de l'appui à l'accès à des infrastructures ou du matériel qui puisse être appuyé par les gouvernements. Puis aussi, et de manière importante, une baisse des tarifs douaniers qui sont imposés sur l'importation de produits agricoles, alimentaires qui viennent de l'étranger. Là, ça a l'air très abstrait, mais je vais arriver avec l'exemple du Mexique, puis ça va être plus concret. Ensuite, l'extractivisme, on l'a évoqué plus tôt, là, mais ça engendre une destruction environnementale localement dans différents pays, parce qu'il y a à la fois une surexploitation des ressources, puis une contamination des sols et des cours d'eau des territoires qui a un grand impact sur la capacité des gens de maintenir une agriculture locale, par exemple au Mexique, par exemple en Haïti, parce qu'ils n'ont plus les ressources naturelles ou l'eau même pour produire des légumes, des fruits, etc. Puis ensuite, il y a une sorte de compétition déloyale entre les différents pays en termes agricoles parce qu'on pense tout de suite là, aux États-Unis notamment. La production agricole est extrêmement subventionnée. Donc, ce qui permet aux États-Unis d'offrir des produits alimentaires à des coûts vraiment moindres à ce que ça coûterait localement pour les produire. Encore une fois, l'exemple d'Haïti et du Mexique qui sont vraiment importants. Par exemple, en Haïti, dans les années 80, le pays était quasi autosuffisant en termes de production de riz, alors que il y a quelques années, là, j'avais pas les derniers chiffres, mais ils importent environ 80% de leur riz en ce moment, puis en particulier du riz des États-Unis. C'est un renversement complet là, en quelques années de la souveraineté alimentaire localement. Ce qu'on peut dire aussi, puis donc le lien avec les migrations, c'est que ça crée une main-d'œuvre désœuvrée, donc des paysans soit qui n'ont plus accès à leurs terres ou qui n'ont plus accès à faire assez d'argent pour maintenir des conditions de vie suffisantes. Puis donc, qui sont capables, qui sont prêts à accepter des conditions de travail moindres avec justement ces grandes compagnies transnationales qui ont volé leur territoire, soit dans l'agro-business, mais aussi dans les maquiladoras du textile, de l'automobile, des pièces électroniques. Puis d'autre part, ben c'est ça, comme ces populations-là sont extrêmement précarisées, ben la migration, ça devient parfois un enjeu de survie, d'où le lien avec les travailleurs étrangers temporaires mexicains au Québec, mais ailleurs aussi aux États-Unis. Puis donc, ben là, pour arriver plus concrètement à l'exemple du Mexique, j'espère que vous me direz là, pour le temps si jamais ça passe trop vite. Donc, l'ALENA, on peut dire qu'il a gravement affaibli le mode de vie paysan et autochtone et la souveraineté alimentaire au Mexique. Donc, l'ALENA a été adoptée en 1994, mais juste avant l'adoption de l'ALENA en 1992, le gouvernement de Salinas avait énormément affaibli et en fait avait permis, en affaiblissant la propriété territoriale communale, sans rentrer dans les détails,
avait favorisé l'accaparement des terres par les grandes compagnies transnationales, notamment agricoles, mais aussi minières en grande partie. Puis comme je le disais pour Haïti, avant l'ALENA, le Mexique n'importait que 15% de sa consommation nationale de riz pour 85% produit nationalement. Puis 23 ans après l'ALENA, là c'est des chiffres d'il y a quelques années, mais c'est 90% de la consommation nationale de riz qui est importée de l'étranger, et notamment des États-Unis. Donc, c'est un impact énorme. Quand je parlais des avantages donnés aux compagnies, ben c'est ça, c'est en grande partie à cause des subventions au riz américain qui est importé. Mais il y a eu aussi des modifications aux lois nationales, c'est ça qui ont permis l'accaparement des terres, non seulement, puis donc Monsanto, DuPont sont arrivés là, pour être des, favoriser l'agriculture industrielle sur place. Puis, sous un gouvernement suivant, là, tout ce qui est l'affaiblissement de l'appui à l'agriculture locale est arrivé là, sous Calderon. Puis, ça déstructure complètement la société mexicaine où la paysannerie était hyper importante là, pour la survie locale, mais aussi culturellement. Là, la quantité de types de maïs, de variétés biologiques de maïs a diminué là, depuis cette époque-là. Donc, pour résumer, là, on peut dire qu'en 2017, c'est 40% des agricultrices et agriculteurs mexicains qui vivent dans l'extrême pauvreté. Puis des 50 millions de pauvres répertoriés par l'Institut de statistique nationale, ce sont 30 millions, donc 30 millions sur 50 millions qui sont en zone rurale. Donc, on voit que ça a un impact énorme là, sur les communautés locales, mais sur l'ensemble de la société. Puis donc, pour entrer encore un peu plus dans les détails, je voulais vous parler de la communauté de Cerro del Gallo, qui est située, c'est une toute petite communauté isolée au sud de l'État d'Aguascalientes, d'Aguascalientes, où il y a une minière canadienne qui veut développer un projet de mine à ciel ouvert. La surface cédée à la mine, c'est 13 concessions minières, 20 000 hectares. Donc, c'est énorme comme espace qui est convoité. Il n'a pas encore été cédé. Sauf que dans cette région-là, il y a eu des analyses là, de l'accès à l'eau parce que c'est un bassin hydrique fermé qui dépend des eaux de pluie. Donc, si les compagnies exploitent de manière extrêmement intensive l'eau, ça a des impacts catastrophiques là, sur la paysannerie, notamment sur une communauté paysanne. Donc, le niveau de l'eau en tout cas, le niveau de l'eau souterraine est tellement bas qu'il y a un excédent d'arsenic qui est créé chimiquement parce que les niveaux d'eau dans les nappes phréatiques sont trop bas, donc il devient dangereux pour la santé, qui crée des problèmes rénaux. En plus, dans l'extraction des minerais, il y a du cyanure qui est utilisé, donc qui contamine aussi l'eau. Puis donc, il y a une réelle crise hydrique, donc les gens sont même plus capables de cultiver la terre pour avoir un revenu adéquat. Par exemple, le volume de maïs produit en une saison de récolte qui était avant de 3 tonnes par hectare est désormais de 2 tonnes par hectare à cause du manque d'eau pour les agriculteurs locaux. Puis, en fait, en termes de quantité, là, juste pour que vous ayez une idée là, de l'aberration, mais la compagnie Argonaut Gold, par l'intermédiaire en tout cas, de la compagnie mexicaine San Antonio de la Minas, mais a eu 8 concessions de réserves d'eau qui permettent d'extraire annuellement 1440 mètres cubes d'eau, 1 440 000 mètres cubes d'eau, qui est 6 fois plus que la quantité disponible dans les puits, dans l'eau souterraine, alors que les populations locales ont déjà pas accès à de l'eau pour leur consommation quotidienne puis pour l'agriculture. Donc, c'est vraiment des droits qu'on cède carrément à des compagnies pour le profit du plus petit nombre, alors que la souveraineté alimentaire est complètement impossible. Puis pourquoi j'ai pensé important de parler de cette localité-là, c'est justement
parle aux paysans, aux gens du village, ils nous disent, écoute, ma survie, moi, c'était l'agriculture. Maintenant, les seules familles qui survivent dans le village, c'est des gens qui ont quelqu'un à l'étranger, qui leur envoie de l'argent. On n'est pas capable de survivre. Personne ne peut survivre dans le village en ce moment sans que quelqu'un envoie de l'argent. Puis ça, c'est des décisions déchirantes qui sont prises par souvent des pères de famille ou des mères de famille qui, en contrepartie, acceptent de voir leurs droits violés, d'être dans une relation de pouvoir extrêmement souffrante, dénigrante, sans qu'il y ait une reconnaissance de leur dignité, vraiment parce qu'il y a une situation de survie qui est causée par ce modèle-là. Puis en fait, ben, là, je sais que je vais conclure, j'avais d'autres trucs à dire, mais il y a les périodes Il te reste 5 minutes, 4 minutes. OK. Puis donc, ce qu'on peut dire, c'est que donc ces personnes-là sont hyper appauvries, hyper vulnérabilisées dans leur village, sont souvent forcées de migrer en laissant leur famille, leurs liens et leur savoir-faire, leur mode de vie derrière eux, chez eux. Souvent, ceux qui deviennent des travailleurs étrangers temporaires en agriculture, c'est des gens qui ont une expérience de dizaines d'années d'agriculture chez eux. Donc, c'est pour ça que je parle en particulier de ces personnes-là. Puis c'est aussi des communautés autochtones, en fait, dans ce village-là. Puis donc, arrivés ici, on leur impose une espèce de division internationale du travail injuste où on exploite à notre bénéfice ces inégalités mondiales, ces injustices mondiales-là, pour créer deux régimes de travail parallèles où il y aurait certains travailleurs dont on n'aurait pas besoin de respecter les droits parce que, bon, ben, ils sont moins payés chez eux, bon, ben, on leur offre quand même un meilleur salaire, mais dans la grande perspective des choses, il faut concevoir que, puis je pense que c'est dans la déclaration, c'est très clair, là, mais que les droits des travailleurs et des travailleurs sont universels, puis, au Canada, tout le monde devrait avoir accès aux mêmes droits, puis il ne faut pas rentrer dans le discours de désolidarisation qui est prôné par les gouvernements, surtout pour des visées économiques et non pour le bien-être puis le bien commun de la population ou pour la souveraineté alimentaire de la population. Donc, tu sais, je pense que c'est important de défendre leurs droits parce que si on tolère les violations de leurs droits, ça va mener aussi à un affaiblissement des droits des travailleuses et travailleurs ici, des paysans, paysannes ici, parce qu'on voit que ce qui les amène ici, c'est le même système qui rend ça de plus en plus difficile pour des agriculteurs et agricultrices, pour des paysannes, paysans de survivre ici. Puis donc, ben, tu sais, puis je pense un des enjeux là, que Mostafa Enaoui du Centre de travailleurs migrants nous soulignait là, récemment, c'est que l'agriculture, elle ne peut pas être délocalisée. Alors que toutes les autres industries, on les délocalise quand on veut payer moins cher. Quand on veut profiter de ces inégalités-là, on les délocalise. Mais l'agriculture, c'est pas possible. Fait que c'est un palliatif à la délocalisation de l'agriculture, de faire venir ces travailleurs étrangers temporaires-là. Puis c'est pour ça qu'on crée ces doubles standards de travail avec des systèmes de migration temporaire où notamment, puis là, Michel va sûrement en parler, mais il y a des permis de travail fermés, notamment qui ne permettent pas aux travailleurs de défendre comme il faut leurs biens, où ils se retrouvent dans des relations de pouvoir déloyales par rapport à leur employeur parce que à la fois ils ne maîtrisent pas la langue, ils n'ont pas nécessairement, ils ont peur simplement d'être déportés, puis justement de ne pas pouvoir faire survivre leur famille dans leur pays. Ce qui est crucial et vital, là, comme je le disais, avec la communauté là, de Cerro del Gallo. Puis donc, juste pour terminer, là, ça a l'air, c'est pas un grand nombre de personnes, les travailleurs étrangers temporaires, mais quand même significatif. Là, j'ai oublié de regarder le chiffre, mais Michel pour le dire, mais
En fait, on peut dire que c'est souvent le traitement réservé aux personnes les plus marginalisées qui détermine réellement les valeurs d'une société dans son ensemble. C'est pas parce que c'est un petit groupe que c'est pas fondamental de défendre leurs droits. Puis il n'y a rien qui peut justifier de créer des systèmes de protection juridique différents pour des travailleurs qui sont en sol québécois ou canadiens. Parce qu'ils ont la même dignité, c'est des travailleurs, c'est des paysans, puis ils sont extrêmement essentiels à notre survie. Voilà. Merci. Ben, merci beaucoup, Amélie. Je trouve que c'était vraiment bien là, qu'on a réussi à comprendre d'où ils viennent et pourquoi on a des travailleurs et des travailleuses agricoles ici. Puis, ben, merci pour ça. Donc là, je voulais aussi, avant de continuer avec Michel, juste vous faire une petite présentation de c'est quoi la Via Campesina en 1 minute. Dans le fond, l'Union paysanne fait partie de la Via Campesina. La Via Campesina, c'est un mouvement paysan international. Donc, c'est un regroupement de plusieurs organisations paysannes dans différents pays, dans 82 pays pour être plus précise, donc qui regroupe 183 organisations pour un total de 200 millions de personnes. Alors, juste pour vous dire que la paysannerie, à l'échelle mondiale, c'est quand même un très grand nombre. Et notre système de production et de consommation impacte directement à peu près toutes ces personnes-là. Donc, tout le monde sur Terre, on est liés et c'est pour ça qu'on doit prendre soin les uns des autres. Alors là, pour continuer, avec Michel Pilon, lui, c'est le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. En fait, il va comme un peu faire suite à ce que Amélie nous a présenté pour nous présenter des situations concrètes que vivent des travailleuses et travailleurs migrants agricoles au Québec. Alors, je te laisse la parole, Michel. Grand merci, Geneviève. Merci encore une fois à l'Union paysanne de nous inviter. Mon amie Amélie, que je connais très bien d'ailleurs, a très bien fait ça. Je ne répéterai pas ce qu'elle dit parce qu'exactement, on est dans la même lignée là, de ce qu'elle a exprimé. Essentiellement, le RATMAC est un groupe de défense de droits des travailleurs et travailleuses migrants agricoles au Québec, ainsi que l'industrie de transformation aussi, comme Olimel et ainsi de suite. Donc, dans les boucheries, tout ça, on les représente aussi. Pour faire une histoire courte, puis je vais commencer une introduction, je vais faire un peu mon journaliste de Radio-Canada. Je vais vous montrer où on est. On est à l'aéroport de Montréal, où depuis le 23 mars, depuis l'année passée, nous sommes ici, le RATMAC, à accueillir les travailleurs temporaires. C'est des charters qui arrivent de Guatémaltèques, de Mexicains, de Honduriens et de Jamaïcains, quelques-uns, qui arrivent à tous les jours. Juste pour le mois d'avril, c'est plus de 5000 travailleurs qui arrivent. J'attends bien sûr un avion du Guatemala d'ici à peu près 1 heure où mon équipe va les recevoir. Je vais juste vous montrer un peu comment ce que c'est, puis ensuite, on va continuer notre conversation. Alors, ce que vous voyez, bien sûr, c'est l'aéroport de Montréal. De ce côté-là, c'est bien sûr les tests de COVID qu'on peut y retrouver. Lorsqu'ils arrivent, ils ont un test de COVID obligatoire à faire. Et lorsqu'ils sortent, bien sûr, ils s'en viennent à notre organisation ici, où on leur remet 2 dépliants, un sur la COVID et un sur le confinement de 14 jours qu'ils vont faire dans les fermes. J'ai une équipe complète, bien sûr, qui les reçoit et qui les informe de leurs droits. J'ai d'ailleurs ici, juste à côté de moi d'ailleurs, je vais vous la présenter, Marie-Évelyne, qui est notre juriste, qui s'occupe bien sûr de ces travailleurs-là au niveau des tribunaux, avec moi aussi, là, bien sûr, parce qu'on fait aussi de la défense de droit direct devant les tribunaux. Alors, je vais continuer. Et là, du coup ici, je continue, je suis en arrière du comptoir, j'enlève mon masque. Alors, grosso modo. Alors, le RATMAC existe depuis 2008. Alors, je vais vous expliquer un peu son historique. Dès le départ, c'était des organisations catholiques du diocèse de Valleyfield et de Longueuil, Saint-Jean-Longueuil, qui ont commencé à faire du social avec eux parce qu'ils sont omniprésents dans la région de Saint-Rémy. Juste dans la région de Saint-Rémy, on parle de 5000 travailleurs. Alors, juste dans cette région-là. Voilà pourquoi il y a une concentration absolument incroyable de TET dans ce coin-là. Et les 2 diocèses ont mis des sous pour engager une ressource afin de les aider de toutes sortes de manières.
Donc, d'aller chez le médecin, par exemple, les accompagner pour faire de la traduction avec le médecin. Des accompagner aussi dans des questions des fois juridiques aussi. Et bien sûr, faire des fêtes des travailleurs agricoles, faire du social avec eux, faire connaître à la communauté où ils sont, qui ils sont, et bien sûr, créer des liens avec eux aussi. Alors, ça a commencé comme ça en 2008. Pour faire une histoire courte, un des exemples que je peux vous donner, il y a une fête qu'on a faite à Saint-Rémy en 2008 qui est devenue par la suite la Fiesta des cultures à Saint-Rémy. La ville de Saint-Rémy a repris ça. C'est 40 000 personnes qui y ont participé la dernière fois, avant la COVID, bien sûr. Avant, ça a existé. Suite à ça, des organisations d'un peu partout, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui faisaient la même chose avec ces travailleurs-là, ont décidé de se réunir et en 2016, et on a décidé de fonder le réseau d'aide aux travailleurs et travailleurs migrants agricoles du Québec, parce qu'il y avait un constat, c'est que ces travailleurs-là ne connaissaient pas leurs droits, ils ne savaient pas comment se défendre devant les tribunaux là-dessus, ils ne parlent pas la langue, il y avait de la misère, bien sûr, même d'aller voir un médecin. Là-dessus. Donc, éventuellement, nous, on a créé le réseau et on a commencé à donner des services d'accompagnement juridique et d'accompagnement chez les médecins pour ces travailleurs-là. Bien sûr, le réseau fait beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il se retrouve, bien sûr, à faire un plaidoyer face, bien sûr, à la situation de ces travailleurs-là devant les gouvernements. Donc, on est devenus comme des lobbyistes, si vous voulez, face à l'État. Donc, on siège sur des tables de concertation, des TET paragouvernementales. On nous demande de siéger sur différentes tables et on est les porte-parole de ces travailleurs-là auprès des deux gouvernements fédéral et provincial. On siège bien sûr avec l'UPA, avec FERM, avec les TUAC, les Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce. Il y a 7 ministères qui y siègent, 3 fédérales, 4 provinciales. Il y a la Ligue des droits et libertés qui est avec nous aussi à cette table-là. On a l'Institut national de santé publique aussi qui est là. Donc, on est à peu près une vingtaine qui siègent une fois par mois et on discute des conditions de vie, des conditions de travail de ces travailleurs-là. Et qui s'améliorent là-dedans aussi parce que, bien sûr, on est très critique face à l'État là-dessus. Alors, un des phénomènes, puis je pense que Émilie l'a bien parlé, c'est la question des permis fermés. C'est le principal je dirais, problème qu'on retrouve chez les TET, cette espèce de permis nominal où le travailleur est autorisé d'être ici pour travailler pour un employeur donné, il ne peut pas travailler pour d'autres employeurs. Et ça amène bien sûr une très grande vulnérabilité de ces travailleurs-là face à l'employeur. Et on retrouve ces problèmes de vulnérabilité-là de façon constante. On bafoue, par exemple, les normes minimales de travail. On ne déclare pas des accidents de travail. C'est ce qu'on voit ici où carrément, on ne paie pas même le salaire minimum quelquefois en leur faisant travailler plus d'heures ou en les faisant travailler 7 jours par semaine. J'ai vu des chèques là, de 92 heures semaine de ces travailleurs-là. C'est inhumain. On leur donne même, bien que la loi des normes, par exemple, prévoit 32 heures consécutives d'arrêt de travail, une journée de congé semaine, on bafoue même cette partie-là. C'est ce qu'on retrouve actuellement sur le terrain. Et ça, malheureusement, les travailleurs ne veulent pas déposer des plaintes pour la simple et bonne raison, parce que bien sûr, on nous demande que les travailleurs déposent des plaintes, mais ils ont tellement peur de ne pas être rappelés l'année suivante qu'ils acceptent à peu près toutes les conditions de travail inimaginables que vous pouvez penser sur le terrain. Alors, on est un peu le chien de garde là-dedans. Moi, je me retrouve devant les tribunaux constamment pour des droits qui ont été bafoués de ces travailleurs-là. Et on continue encore aujourd'hui, bien sûr, à les défendre directement devant les tribunaux. Et bien sûr, on les accompagne aussi en matière de santé. Un des problèmes de la santé est le suivant. Beaucoup de ces travailleurs-là, en principe, ces travailleurs-là ont droit à la carte d'assurance maladie au Québec, ils ont droit aussi à l'assurance médicaments et tout ça. Sauf que c'est l'employeur, il faut qu'il demande la carte et souvent, les employeurs ne donnent pas la carte d'assurance maladie. Je ne parlerai même pas de la rétention de papier. Et on retient le passeport, on retient le permis de travail, on retient la carte d'assurance maladie. Donc, l'employeur, bien que la loi leur interdit de faire ça, ils le font quand même. Et on se retrouve avec une situation où, des fois, le travailleur, quand il est malade, demande, bien sûr, à l'employeur d'aller à l'hôpital. Et l'employeur, c'est que tu as-tu un excellent travail? Pourquoi tu veux y aller? Et souvent, ils vont retarder. Moi, j'ai eu des dossiers où je me suis retrouvé chez l'employeur ou aller chercher le travailleur pour l'amener à l'hôpital parce que l'employeur
après 3 semaines que le travailleur était malade, ne l'avait pas amené à l'hôpital. Et on se retrouve avec des situations, des fois, hautement problématiques où on doit sortir les travailleurs carrément vulnérables des fermes. Bien sûr, on en prend soin. Au sein du RATMAC, on a un fonds d'urgence pour ces travailleurs-là. Ça nous permet, nous, bien sûr, de les loger et bien sûr de régler les questions de droit par la suite. Chercher un permis ouvert, parce qu'en vertu, il y a un programme fédéral aussi, lorsque c'est un travailleur vulnérable, pour aller chercher un permis ouvert, les sortir de là, chercher un permis ouvert, afin justement de défendre leurs droits directement devant les tribunaux, parce que souvent, ils vont se faire discriminer. Ça veut dire que l'employeur va carrément le congédier parce qu'il a revendiqué un droit qui est prévu par la loi des normes ou des accidents de travail. C'est le quotidien actuellement du RATMAC. Le RATMAC, actuellement, c'est 12 personnes maintenant. Émilie va être surprise. On a commencé avec 2 à peine en 2017 parce qu'on a été incorporé en 2017 et maintenant, nous sommes rendus 12. On est reconnu par le SACE, le Secrétariat d'Action communautaire autonome, comme groupe de défense de droit. On est financé aussi par le MIFI et le MAPAC. Et bien sûr, le gouvernement fédéral. Nous sommes à l'aéroport de Montréal ici là, pour justement rencontrer ces travailleurs-là, leur dire leurs droits. On a des clients et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on prend leur numéro WhatsApp parce qu'on fait suivi communautaire par la suite avec eux. Ce qui fait qu'on a ramassé tout près de 17 700 numéros WhatsApp qui nous permet, nous, bien sûr, de diffuser, bien sûr, de l'information sur leurs droits. On fait du vidéo. Si vous avez la chance d'aller sur notre site web, RATMAC YouTube, vous allez voir, on fait de la production vidéo qui est financée par la CNSST et la Commission des droits de la personne. On a produit environ une douzaine de vidéos. Vous allez voir sur les droits des travailleurs. Et on continue encore. C'est quelque chose qu'on continue encore de façon continuelle. Le prochain, d'ailleurs, qu'on va faire, c'est sur le droit à la santé. Le dernier qu'on vient diffuser à peine lundi, c'est sur la discrimination et surtout sur le harcèlement psychologique de ces travailleurs-là dans les fermes. Alors, vous allez voir un peu tout le travail qui se fait au sein du RATMAC. Donc, grosso modo, la majeure, je vous l'ai dit, si on pouvait régler la question des permis fermés, ça serait absolument génial. Si on pouvait avoir des permis ouverts pour ces travailleurs-là, ce qui permettrait à ces travailleurs-là, s'ils sont maltraités, de partir, d'aller travailler dans une autre ferme. Et ça sera aux employeurs, eux, de s'ajuster et d'offrir des bonnes conditions de travail pour que leurs travailleurs restent dans leur ferme, point à la ligne. Moi, je ne comprends pas pourquoi on fait ça et pourquoi on crée des droits différents pour ces travailleurs-là pour que l'ensemble des travailleurs québécois. Et ça, c'est un petit peu comme Émilie dit, une ferme, ça ne se déménage pas. Une entreprise peut se déménager, mais une terre, ça ne se déménage pas. Alors, la seule façon que les gouvernements ont réussi à faire ça, c'est de créer des droits différents. Donc, on a importé des droits des pays du tiers-monde, puis on leur donne ces droits-là ici au Québec, point à la ligne, puis on leur dit, bien, voici votre droit, voici votre petit carré de sable, vous n'avez pas le droit de le faire. Et ça va même plus loin. En 2012, on a exclu ces travailleurs au droit à la syndicalisation en vertu de la loi 8. M. Hamad, dans sa grande beauté, a décidé carrément que ces travailleurs-là ne pouvaient pas se syndiquer. Et ça aussi, on conteste cette partie-là aussi. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu de la Déclaration des droits des paysans. Ce que je retrouve là-dedans, c'est assez intéressant. Ça touche en tout cas beaucoup de droits que nous défendons actuellement au sein du RATMAC. Et je pense que c'est une déclaration que je vais prendre le temps de relire et éventuellement utiliser là, lors de mon argumentaire face à l'État et face au gouvernement. Alors, c'est vraiment, merci beaucoup là, pour, c'est quelque chose pour moi qui est pas nouveau, mais que je connaissais pas et je viens de connaître un truc absolument extraordinaire. Alors, écoutez, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à tous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Michel. Tu as l'air vraiment passionné et dédié dans ton travail. Je suis heureuse qu'il y ait des gens comme toi qui travaillent fort pour contribuer, pour aider à la défense des droits des personnes qui nous nourrissent, hein, en fait, parce que les travailleurs et travailleuses migrantes, ils nous nourrissent, là, c'est eux qui remplissent nos assiettes. Donc, merci beaucoup. Avant de passer à Shannon, j'aimerais vous rappeler, parce que Shannon va nous parler en anglais, donc j'aimerais juste vous rappeler qu'en bas à droite de votre écran, il y a un petit globe terrestre. Vous pouvez cliquer dessus et choisir la langue d'interprétation. Donc, on a deux superbes
deux superbes interprètes qui vont faire l'interprétation pour vous. Michel, est-ce que tu pourrais éteindre? Ah, merci. Je vous invite à cliquer sur français si vous avez besoin de l'interprétation en français. Comme ça, ben, la magie de Zoom va pouvoir s'opérer. Alors, Shannon Chief, qui est une Anishinabek de Manawan, va pouvoir nous parler pas de Manawan, de Maniwaki, va pouvoir nous partager un autre point de vue de l'histoire, en fait, parce qu'on parle beaucoup de la production agricole, la production alimentaire, mais la souveraineté alimentaire, c'est pas juste se produire de la nourriture dans un champ. Il y a des communautés que c'est des traditions différentes qui, elles aussi, ont été bafouées par l'arrivée de la colonisation et du capitalisme. Shannon, qui est artiste et éducatrice culturelle, elle va pouvoir nous parler des enjeux alimentaires autochtones et des droits ancestraux concernant la pêche et la chasse notamment. Donc, à toi la parole, Shannon, et merci. C'est un grand honneur de t'avoir parmi nous. Kwesheba, good morning. In my language, that means I just state who I am by spirit and where my clan is, because my clan is a very important part of what we know coming from our traditional governance and how we represent that. First of all, I really like to thank this organization for inviting me. How does food sovereignty look like in our nation? We can only express that orally. And going back to a few thousand years, this is how our elders, our ancestors have made what represents our food sovereignty. It looks like this. Wampum belts made of seashell beads. And what this represents is a bowl that represents the land. And in the land is our food systems, you know, like how we've lived, how we've survived to this day. So I'll be talking a lot about that and the philosophy around it, because it's called the one dish, one spoon. The dish represents the land, and the spoon represents our philosophy and how we live with the land and how we use the land in a good way, which is supposed to be done in a good way. Today, our way of life has been very affected by since colonial contact. And so to introduce myself, I was raised in a community called Barrier Lake. Today I live in Maniwaki. In our community, I think that we have we don't have enough housing to be able to accommodate a lot of the people. So my family and I have resided out in the territory for almost 30 years or more full time. From there, I have learned a lot more of the culture, the old language, and just knowing the knowledge that our elders have used with the land. And I became very interested in trying to find a way how to bring back like culture in a very in an educational way. I help with our elders run a land-based education, which we hope will become into a school that will be that will prioritize our languages, our cultural ways with the land, and we hope that this year we can be able to achieve to build a cultural lodge as a step to going through that long-term plans to build a school that will not have English in it. So it's been a journey itself. So
The health of the land, the waters, trees, animals has given us our cultural way of life, our ceremonies, knowledge it gives us for survival skills, the homes that we built before colonial contact. Our traditional and clan system were also inspired and given to us by the land. So the animals taught us about the clan system and how to work together as a nation and as people. My people are known to be migrational people before the communities were built. So how that looks like is like families lived in different parts of the territory, and every summer we'd meet together to discuss what the land, how it looks like. Like we would talk about the animals and different things. This is how we took care of the land through our observation and what we know from the time spent out there. And then as the winter comes, then the families would go back to their territories and everybody would have a decision to make where they want to go spend their winter. And every part of the land is is different because sometimes you'll need to go to different places of the land to get beaver. You'll need to go to different places to get a moose or rabbits or even fishing and spawning. Back then, there were a lot of animals, there were a lot of fishes. And today, that land, that bowl that we see, the food system is running lower. This is where I would like to be able to magnify that meaning. Here on our territory, the struggles that impact our food and the land are deforestations, mining threats. Right now, we have 3 mining threats that are coming into the Algonquin Nation territory. One is for lithium, one is for copper, and the other one is in the areas of, it's a BC mining. That's as far as I wrote on my notes. And we've had one pipeline threat that was supposed to be coming in. Right now, we don't know the status, if that's still going to be moving forward or not, but we're keeping an eye on it. And the latest is the sports hunting on the moose. The moose represents our people in ways, the way animals represents other nation. There's a symbolic meaning that goes way back to pre-contact. This has a lot to do with how our people survived and carried itself. The moose provided us with the knowledge of making our clothing, our moccasins, our blankets, our dried meats that we use to survive, the winters, oils that we use and extract to tan the hides and to be able to make those clothing and moccasins, and bones that are used to make knives and axes as part of our first education to survival on the land, based on the land-based existence that we have. The moose is a very majestic creature and that needs our protection. The Quebec CPAC, a provincial organization run by the provincial government, focuses it on extractions. So what that means is like they would issue permits to a group of hunters, and then these group of hunters would go out onto the territory to hunt moose per hectares that they use it for, and it basically gains profit on an annual basis. So if you calculate, let's say out of a wild guess, they could make up to over 1 million to 12 million just in Quebec alone. That's all over the territory, and in our territory, it might be 1 million or more. And so we looked at all the things that CPAC have done, and there will be a video that I will be sharing to be able to have our people share the information that we have. The CPAC organization does not have no moose management or any management on the wildlife, fish, deer, bear, and everything that it gives permits to be able to go out on the territory and to kill these animals for the pleasure of sports. And our people have lived
just to say that our people have lived in the territory and know the land and animals, that we should be the ones to manage the health of the land today and to ensure the population. Without indigenous knowledges, there can be no understanding why connection to the land is so important. In every connection, there is understanding that life is not meant for just us, but meant for all of the animals that need the land and sanctuary to continue to exist, but also the respect and consideration it needs. Hope you don't mind the noise in the back. That was kind of going a little wild. So every plant and trees that we have is every plant and trees we have within our food sovereignty. The health of the waters is what nurtures the health of the land and all. And if we left the land alone for a while, the land would know how to heal itself and be able to repair these population of the animals. And deforestation is like taking away and ripping off the hairs of the land. Like the way you would look at a woman, you're taking away her hairs. The pipeline in mining is like going inside the body to extract the necessities that she needs to provide us the seasons and livable climates. Exploiting animals or people is abuse of her on her children. Just so we have that understanding on the table today. So back in 2012, we had a climate change meeting in our nation that brought some of our best knowledge keepers of the land. This was hosted by Indigenous Climate Action, an organization that's well trusted for speaking on the struggles of our people. And they just came up with a critique report on climate changes in Canada, if that's something that you would like to look into. But in that meeting back in 2017, the issues that were discussed were deforestation, mining, pipeline, damming, the Indian Act, treaties that were made with Canada, and the need to protect the moose. Every issue was discussed in ways to understand what was needed to make these into calls of action. So in 2019, our community of Barrier Lake decided to put up roadblocks on the main corridors of where these non-Indigenous sports centers usually go to take down the moose. Usually they would come out for 1 to 3 moose each fall. October is known as hunting seasons in our territory. It usually starts with bow hunting, and what happens with this is that they use the bow and arrow in a way where Indigenous people first used them to hunt our games and provide food for our people. But when you use the bow, sometimes the hunters, the non-Indigenous hunters, do not follow the moose for the time that it runs to a certain distance, and then usually what happens, we find moose dead out in the territory. So it's just there to rot. So it's a waste of shooting animals with bows, and then later on, a week after or so, then it's rifle shooting, and this is where the tensions rise between our Indigenous nations and non-Indigenous nations. So there will be a video that I just shared on the contact that could be put on there. What happened in 2019, the first approach was to be able to educate these non-Indigenous hunters. You know, we would stop every each vehicle and hand in flyers, informational flyers to bring that awareness, the first awareness of the moose decline. A lot of them were very nice. A lot of them were very considerate. Some of them turned away, but the other ones did not want to go back, and they just wanted to keep going in. So our people were also out there to practice their rights to hunting, and that's where that's always been the problem, because our people are not within that system where we have to pay those things to be able to go out in the territory, because we have Indigenous rights to the land. We have sovereign rights to it.
In the second year, one of our grandmothers decided to just completely block the road because she felt like a new approach was needed. So the roads were completely blocked to put more pressure on the provincial government to recognize the fact that there was the moose decline and the moratorium was needed to be put in place. And because the CPAC does not have no moose management plan, then we had to question every right that the moose needed those kind of plans. You know, there needs to be studies, there needs to be examinations and involvements with our people to be able to create like a management plan with our knowledge as its guidance. So up to today, the negotiators that went in with Quebec to be able to discuss the issues on the moose, they said that there would be a 2-year moratorium with studies in place, with studies in place that will involve our knowledge keepers to take part of these studies. And right now, that agreement has been postponed to May. There is a lot of internal issues that we are trying to resolve. We're trying to communicate. We need so much more time to talk with one another as people to be able to stand together as a nation to provide that moratorium on the moose, and that's the important thing right now. What holds this problem from our people signing on to this agreement for the moose moratorium is that the Indian Act is a problem in our communities when it comes to decision making. So when the bank, every time a bank council, chief and council go into these representations, what happens is that the people that do the work on the territory and the land and do all the work educating and everything, the bank council can easily take that decision away and try to take the interests elsewhere. So every time a council comes in, there's always a new thought or a new way of what they want to bring in rather than trying to respect what the people want. So the Indian Act poses a lot of problems, not just in my community, not just within our nation, but national-wide. I would really like to thank this organization for bringing me in, and I would just like to say miigwech, and I'm very open to more questions, and I would like to have this time to have the video shown so that our people are also heard. Merci beaucoup. Thank you so much, Shannon. Merci beaucoup, Shannon, pour nous avoir partagé ces enjeux-là qu'on n'entend pas souvent parler, là, toute cette question-là du déclin des orignaux, c'est quelque chose de très, très préoccupant. Si tu veux, je peux partager la vidéo à l'instant. Donc, je vais partager la vidéo que Shannon m'a parlé. On va pouvoir continuer la discussion ensuite. Là. Je pense que ça va nous faire du bien de regarder ça maintenant. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir vous le montrer. OK, c'est ici. Geneviève, le son ne fonctionne pas pour la vidéo. Oh, vous n'entendez pas le son? Oh mon Dieu, comment... Pourquoi est-ce que ça ne marche pas?
Que dans partage d'écran, tu peux cliquer, partager le son aussi. OK. Oh là là. Là, je me suis fait avoir par la technologie, là. Wow. Ah, computer audio. Est-ce que ça fonctionne maintenant? If we do nothing now, Oui. in the next 10 years, Parfait. there will be no more moose population. So the time tact is now. Don't think we own this land. They think their land, this land belongs to theirs. Culture is connected to the land. Geneviève, on pense qu'il faut laisser le micro ouvert pour qu'on puisse entendre le son. Si c'est possible, s'il vous plaît. Have right to hunt. If they pay, they have a right to hunt. They absolutely do not, because they're going through the wrong body, because we're the traditional people on the territory. We should be managing these places. These places should be coming to us for their guidance. This goes to everything, right? Our partridge is down, our moose is down. There's bear hunting back here, like you name it, forestry. It all has to stop, right? Where all of these people are banking off of our territory. They're just exploiting every resource they possibly can, and they don't give anything to the natives. They don't even hire the natives. This is where the moose came out, and this is where the moose got shot, right here. Right here. So this moose that was shot here, it didn't come out of this moose because we were blocking up the roads at all times, so that they used the back access road for somewhere to take you to after. That wasn't shot at night. So there was poultry action here. Normally they would have got it, but they didn't got it. They picked it up full and they got it probably somewhere else. So We learn respect, first and foremost. When we're children, we learn Merci. how to hunt moose, and we learn how to take care of the moose. A moose will feed so many families, and we will use every single part of it. We do not disrespect it. We use the hide, especially, for the clothes, for everything. And if we lose that, then we lose a part of our identity. But we're here to protect it. It's our culture that tells us where we belong, who we are, what we're here to do. This is what our ancestors fought for. I'm glad this is happening right now. We've been fighting for this for 2 years. I'm glad to see the Anishinaabe come together to fight for this moose, yes, but it's something so much more than that. It's so much deeper than that. We got to keep fighting. Moose hunting season is coming in. We got to keep going. And if we
and our grandchildren to have the same opportunity as we do, and learning about respect and how to treat a moose properly, or any animal for that matter, we need to keep fighting for what we want. And that I just hope that we're not fighting against you. At the end of the day, we are not your enemy. It's the government that is your enemy right now. It's CPAC that is your enemy. It is those people that are arranging the hunting of the moose that are your enemy. Because we're not fighting against you for everybody. We just want to make sure that the moose is here for everybody and their lives continue long after ours. Alors, j'espère que malgré les problèmes techniques, vous avez pu bien voir la vidéo. Je vais juste éteindre le vidéo. Voilà, parfait. Alors, eh bien, on a quand même eu des bonnes présentations à date de différentes souverainetés alimentaires que ce qu'on est habitué de discuter. En général, quand on pense à alimentation, on pense à l'agriculture, on pense à l'épicerie, on pense aux fermiers. Alors là, on voit que c'est vraiment différent et plus large que ça. Donc, une question que j'aimerais poser aux différentes intervenants et intervenantes panélistes, si elles veulent y répondre. Donc, en fait, je vais poser une question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Si vous avez quelque chose d'autre que vous voulez partager, ça peut être pas en lien avec ma question, mais là, on aurait comme encore au moins 5 minutes, 5-7 minutes par panéliste d'intervention encore. Moi, une question que je pense qui m'intéresse, moi, et beaucoup d'autres personnes ici présentes, en fait, c'est autant pour ce qui est des Anishinabek, des peuples autochtones, que des travailleurs et travailleuses migrants. Comment est-ce que les citoyens et citoyennes ici au Québec, on peut être en solidarité, on peut soutenir le respect de ces personnes-là, leur lutte, comment on peut vous supporter à tout et bon, on commencer par arrêter de nuire certainement, mais est-ce qu'on peut contribuer? Est-ce que les citoyens, les citoyennes, les paysans, les paysannes peuvent soutenir ces personnes-là qui sont très importantes en fait? Donc, je ne sais pas si un panéliste aimerait prendre la parole là-dessus. Je peux commencer, Geneviève, si tu veux. Au sein du RATMAC, bien sûr, on a tout près de 272 bénévoles à travers le Québec. J'en ai au Saguenay, des gens à Québec, en Beauce, un peu partout. Ici, en Montérégie aussi, beaucoup. On fait beaucoup de ce que j'appelle, moi, d'éducation populaire. Donc, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est faire connaître à la population ces travailleurs-là et comment, bien sûr, ils sont absolument essentiels ici au Québec. C'est pas compliqué. Si ces travailleurs-là n'étaient pas là, il n'existerait pas d'agriculture au Québec. Beaucoup de travailleuses et travailleurs québécois ou même canadiens ne veulent pas faire ce travail-là, qui est un travail excessivement dur. Et d'autant plus que lorsqu'on regarde les heures de travail qui sont faites là-bas, et bien sûr, souvent dans une température des fois de 30, 35 jusqu'à 40 degrés, des fois, avec le facteur humidex, c'est un travail très, très dur pour les. Donc, on essaie de faire comprendre, bien sûr, à la population locale, parce que, bien sûr, cette population locale-là les voit dans leur village et tout ça. Et souvent, ils se posent des questions, pourquoi ils sont là et tout ça. Donc, c'est d'essayer de leur faire comprendre pourquoi ils sont là, puis comment ils sont utiles ici, bien sûr, au Québec. Bien sûr, tout en leur parlant, bien sûr, de leurs droits. C'est important de leur parler qu'ils devraient avoir les mêmes droits que les citoyens ici. Mieux encore, ce n'est plus de la permanence non plus. Parce que de plus en plus, ces travailleurs-là, on ne parle pas de l'aspect temporaire, ils sont réguliers. Moi, j'ai des travailleurs ici, là, 32, 35 ans, des Mexicains qui viennent ici. Ils ont passé plus de temps au Québec qu'ils en ont passé dans leur propre pays. Alors, à un moment donné, il faudrait peut-être penser aussi que ces travailleurs-là puissent immigrer ici, puissent avoir la résidence permanente ici, qu'ils puissent amener leur famille ici. Je ne vous parlerai pas de l'ensemble des problématiques sociologiques de ces travailleurs-là, des taux de divorce énormes parce qu'ils sont partis des fois 6 mois, 7 mois, 8 mois par année. Des fois, ils ont des contrats ici, des Guatémaltèques
de 2 ans, donc ils ne voient pas leur famille pendant 2 ans de temps. Ça aussi, c'est drôlement problématique. Alors, il faudrait peut-être penser que ce n'est pas temporaire, ces travailleurs-là. Et que le mot temporaire, pour nous autres, là, c'est carrément du cheap labor. C'est aussi simple que ça. On les utilise comme cheap labor, point à la ligne. Et qu'il faudrait peut-être qu'ils aient droit à l'ensemble des droits que les citoyens et citoyennes ici ont. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie de prendre la parole pour ça? Peut-être Amélie ou Shannon aussi? Oui. Oui, je peux y aller. En fait, c'est une vaste question, là, mais un des aspects, effectivement, comme Michel Pilon, Michel vient de le dire dans sa présentation, c'est l'accès à un permis de travail ouvert pour les travailleurs étrangers, puis éventuellement l'accès à la résidence permanente parce que de plus en plus de la migration est qualifiée d'économique et pour les travailleurs dits non qualifiés, qui est effectivement discriminatoire là, comme dénomination. Ça donne souvent de moins en moins accès à la résidence permanente. Puis donc, sans résidence permanente, sans statut reconnu, on restreint l'accès aux droits. Fait que donc, en ce moment, il y a une action qui est intéressante, là, je la partage, là, le lien Facebook. Là. Il y a une marche de solidarité sans frontières du 18 au 25 juillet des sans-papiers qui vont marcher de Montréal à Ottawa pour demander le respect de leurs droits. C'est une action concrète qui peut être appuyée par toutes les personnes ici. On peut s'enrôler là, pour marcher avec eux une journée, une demi-journée, puis ça contribue à l'éducation, évidemment, puis à la visibilité de cette problématique-là. Au CISO, on a travaillé aussi sur essayer d'influencer les compagnies par rapport à leurs pratiques d'approvisionnement dans l'industrie agroalimentaire. Parce que le plus souvent, à la fois dans l'approvisionnement ici et à l'international, il y a beaucoup plus des enjeux environnementaux que des enjeux d'exploitation des travailleuses et travailleurs qui sont pris en compte dans les pratiques de responsabilité sociale des entreprises. Fait que, en fait, bientôt, on va avoir une campagne sur les distributeurs alimentaires qui sont en sol québécois pour leur demander qu'est-ce qu'ils font pour prévenir puis agir contre le travail forcé dans leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Parce que, par exemple, au Mexique, je ne l'ai pas mentionné, là, mais il y a des travailleurs temporaires qui vivent carrément de l'esclavage, qui sont enfermés, victimes de violences, menacées, voire de viols pour les femmes, qui sont vraiment, vraiment là, dans des situations extrêmement précaires, puis qu'on est certain que certains des produits qui sont là, par exemple, les piments en provenance du Mexique, les petits fruits de Driscoll's, qu'il y a plusieurs compagnies qui ont été mises en cause puis qui se retrouvent sur nos tablettes, mais où c'est difficile parfois de faire le lien très, très, très concret là, de suivre le petit paquet de framboises entre ces différents arrêts dans la chaîne d'approvisionnement pour dire, ben celui-là, il vient de cet petit endroit où c'est produit, où on sait qu'il y a du travail forcé. Mais ceci dit, c'est certain qu'il y en a qui est sur nos tablettes. Puis en fait, ça devrait être la responsabilité aussi des compagnies québécoises de rendre ces chaînes d'approvisionnement-là plus transparentes. Puis en cas de dénonciation, de vérifier eux-mêmes qui ne sont pas en train d'encourager des producteurs qui violent de manière extrêmement choquante et indignante là, les droits des travailleuses et travailleurs. Puis ben, je pourrais partager aussi le lien vers certaines fiches là, du CISO où on documentait un peu le travail forcé dans l'agroalimentaire. Il y a aussi, Michel n'en a pas parlé, mais je sais que c'est un de ses chevals de bataille, mais l'accès à l'organisation collective pour ces travailleurs temporaires-là, parce qu'il y a un projet de loi qui a été adopté récemment, là, qui s'appelle plus le projet de loi 8, mais qui s'appelle le projet de loi 8, qui restreint l'accès à la syndicalisation pour les petites exploitations agricoles, là, puis Michel pourra compléter, là, mais c'est un enjeu énorme aussi de dire, ben
c'est ça, eux n'auront pas le droit de s'organiser. Ça contribue vraiment à l'affaiblissement de leurs droits à long terme. Voilà pour l'instant. Merci de l'écoute. Merci, Amélie. Est-ce qu'un autre de nos panélistes aimerait répondre à la question de comment est-ce que les citoyens et citoyennes peuvent être en solidarité avec vos luttes? I can share, but the importance of educating things like moose decline or any other topics on the animal needs more sharing in a wider perspective. Like if somebody were to kind of like reach out like the nature of things or environmentalists and so on to help bring this out more to the public views to be able to understand it in the way coming from our knowledges as well. I think that would be a good way of reaching that understanding that is needed today. And just to bring a little bit of understanding where I come from, my community is in a place called Parc de la Vérandie Phonique. In 1968, around there, the Quebec government that's when the Quebec government first came in and tried to get an agreement going with our people. They only signed for 5 years as a pilot project to be able to do some forestry and all these things that they are doing to extract from the territory. But that's also like fishing and hunting as well. But then when the time came close to close it, what they did was they extended to another 15 years, saying 5 years for this, 5 years for that, 5 years. So they keep changing their words on what they say that they mean the first time. Now today our people had like no control over the territory as they did before. So I just wanted to point that out, that maybe bringing back a protective park to the land might ease, the next 20 years that the animal population needs to rise again. And other ways that you can support some of our struggles is the land-based cultural project that a lot of our people have within the nation, because this is like bringing back the values of our people. And it's so important for us to remain who we are, to identity by those values that surrounds our everyday representation and decision-making. And also support the Anishinaabe Algonquin Committee that is yet to be put in place sometimes in May. And I would also like to see hemp studies and applications that will replace those deforestation activities that go on in a lot of our territories. And also encourage agriculture to our people so that we can be self-sustaining, so we can have these self-sustaining businesses and be able to have like safe economic development where our band leaders do not need to exploit the land. Thank you so much. Est-ce que Geneviève, tu aurais quelque chose à rajouter sur comment les citoyens et citoyennes peuvent être en solidarité avec nos luttes? Oui, enfin, je pense qu'en général, je m'aperçois à quel point on est dans un même combat dans toutes les parties du globe, et que vraiment notre combat est international pour défendre une agriculture paysanne liée au territoire, respectueuse de l'environnement, contre un modèle industriel qui est très agressif en plus, qui veut vraiment se développer et qui prend tout. Donc, je crois que toute action qui se fait quelque part renforce celles qui se font à une autre partie du monde. Et enfin, je n'ai pas de solution miracle, on a les mêmes problèmes en Europe. Comment est-ce qu'on peut faire acheter direct, d'accord. On parle beaucoup chez nous aussi de développer comment on peut dire, les achats collectifs les achats par les cantines scolaires ou auprès de paysans, de favoriser l'achat local des collectivités, parce que c'est là aussi où on peut faire des liens et de la commercialisation en dehors des grands circuits.
je crois que le problème, c'est comme on est très diverses, l'agriculture paysanne, elle va être diverse, mais il faut qu'on ait ce sentiment qu'on est tous solidaires et liés. Et je pense voilà, une conférence comme celle-ci, des rencontres, tout ce qu'on peut faire ensemble, ça renforce ce sentiment la même, du même combat. Donc, j'ai aucune solution magique, mais d'arriver à faire le lien entre les luttes locales et puis la vision du global, et puis le fait qu'il faut vraiment toujours se battre aussi au niveau global pour, dans le système des droits humains, comme on a fait pour la déclaration, contre ce sommet alimentaire, contre le Food System Summit, qui est une catastrophe, à tous les niveaux. Voilà, ce sont des luttes liées, et c'est bien de savoir que ça existe et qu'on est ensemble. Ben, merci beaucoup, Geneviève. En effet, je pense que le fait qu'on puisse se parler comme ça aujourd'hui, différents groupes qui avons quand même des enjeux en commun, ça nous montre qu'on n'est pas seuls chacun de nos côtés et qu'en effet, on est tous des êtres humains et on peut tous se parler. Donc, ça m'enchante beaucoup de voir qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui. En fait, il y aurait, s'il le veut bien, Julio Lara de la TUAC qui aurait une petite intervention. Il aimerait apporter une contribution. J'aimerais bien lui laisser la parole. Je pense que c'est très pertinent. Julio, je te laisse parler. Je te laisse te présenter aussi, s'il vous plaît. Oui, ben, c'est ça. Moi, c'est Julio Lara. Je suis représentant syndical des Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce, la section locale 501. Ça fait quelques dizaines d'années que je travaille aussi pour la syndicalisation et la négociation des conventions collectives dans le secteur agricole, où nous avons pu passer à côté de la loi 8 dont Michel dénonçait la limitation de la syndication. Puis ben c'est ça. Moi, je négocie des conventions collectives plutôt dans le secteur des serres parce que la loi 8 est spécifique qu'il faut que le travail soit fait de façon ordinaire et continuelle pendant 12 mois, minimalement à 3 salariés. Mais moi, je voulais plutôt porter votre attention à cette question comme disait bien Michel puis Amélie, tous les effets. Moi, je suis mexicain d'origine. Alors, quand j'étais jeune, je voyais les paysans qui commençaient à avoir des problématiques liées à la production, surtout avec la présence de Monsanto qui poussait beaucoup pour l'utilisation de leurs grains. Le gouvernement de Salinas, en fait, y en donnait, en fait, ces cadeaux, ce qui a fait une espèce de, comment je peux vous dire, comme une espèce de relation toxique avec eux, parce qu'une fois que tu sèmes ton grain Monsanto, tu n'es plus libre. Il faut que tu l'utilises tout le temps. Puis à ce moment, les Mexicains, on essaie de reprendre les anciens et différentes semences de maïs. Mais moi, je voulais plutôt porter votre attention sur la question dans le secteur agricole de la sécurité financière ici au Québec versus la sécurité alimentaire. Parce que tout ce système de quotas développé par l'Union des producteurs agricoles, moi, je trouve que fait en sorte qu'il y a moins de échanges commerciaux à petite échelle. Comme moi, j'habite juste entre Saint-Rémy, Hemingford, puis Saint-Michel, puis je suis dans un vide sanitaire, alimentaire, excusez-moi, parce qu'avec la pandémie. C'est drôle pour moi parce que les gros producteurs juste à côté de moi, ils produisent toutes sortes de choses. Je ne peux pas me le procurer. Puis là, en revenant aussi à la question d'Amélie, que j'ai déjà signé la pétition, c'est drôle comme les Walmart, les Sobeys, puis toutes ces sortes de gros joueurs commerciaux. C'est moi, quand je négocie, disons, pour mettre un exemple avec Savoura, aux autres, ils sont suppédités aussi d'une certaine façon à leur contrat avec eux. Si aux autres, ils arrivent en retard, il y a des pénalités, puis ils me disent, mais là, il faut que tu me laisses beaucoup de jus, de flexibilité pour que je puisse quand même avoir du profit pour, en même temps, ces profits-là, les répartir parmi ta gang. Puis moi, je trouve qu'il y a toute cette structure qui a été faite depuis une quarantaine d'années, fait en sorte que les petits fermiers, parce qu'il y a un petit voisin ici, c'est un monsieur qui ne trouve pas la relève, c'est un producteur agricole, disons, multiculturel, on va dire, parce que je ne connais pas bien les termes, mais il produit un petit peu de fraises, un petit peu de concombres, mais sauf que lui, disons, il ne peut pas se payer un travailleur étranger temporaire, lui, dans sa petite production. Alors, il est comme quand même, d'une certaine façon, poussé à un moment donné, vendre sa terre pour laisser cette place à un gros producteur que lui, il va faire une monoculture. C'est là, sans compter, disons, moi, j'habitais à Saint-Rémy, la qualité de l'eau est vraiment
déplorable, c'est dur comme... c'est difficile à vous dire, mais moi, des fois, il faut qu'on se rappelle aussi que c'est une question, l'eau, c'est une question d'agriculture aussi, mais faire cette différence-là, c'est où nous, notre sécurité financière en tant que les gros producteurs, je parle là parce que c'est évidemment eux qui utilisent plus des travailleurs étrangers temporaires versus des petites coopératives qui cherchent à nous donner une sécurité alimentaire que moi, dans mon cas, je ne la vois plus. Puis là, de l'autre côté, c'est aussi la sécurité de la main-d'œuvre versus la sécurité d'emploi. Parce que l'année passée, il y en a un incitatif négocié entre les MAPAC et l'UPA dans lequel il invitait les Québécois à venir travailler minimalement 25 heures. Puis là, je vais te donner $100 de plus par semaine. Puis il y en avait beaucoup. Il y en a eu plus de 9000 personnes qui ont levé la main. Moi, je veux venir travailler dans les champs. Mais évidemment, c'est une question d'habitude. Moi-même, si j'essaie de me taper à desserver mon petit jardin de 6 par 6, et j'ai les dos craqués à la fin, je ne suis plus capable. Mais c'est des questions sociétales que je pense qu'on devrait se poser à un moment donné. C'est comment une structure de consommation de nos produits. Moi, je pense que les liens aussi entre comment est-ce qu'arrive mon poulet à la table, puis tout le processus de production, des fois, il semblerait qu'il est oublié. Puis je pense que c'est comme une espèce de retour à la terre. Je remercie d'ailleurs l'Union Paysanne parce que je trouve que c'est très noble comme activité. Ça fait quelques années que je parle avec Karen Rothschild surtout, puis qui m'invite à vos échanges. Puis je trouve ça intéressant au bout parce que moi-même, j'aimerais devenir un petit producteur au moins pour ma subsistance. Mais c'est ça. J'aimerais vous laisser la question ouverte. Comment est-ce que, en tant que Mexicain, j'étais, comme on dit, importé ici pour différentes questions. Mais toute ma gang là-bas, là, ils mangent des tortillas faites avec des grains américains. Moi, je suis comme, je ne comprends plus rien. Alors, je vous remercie à tous, Michel, Amélie, Geneviève, Savigny, très intéressant, et chef, Shannon, chef, mes meilleurs saluts, puis je m'excuse, je parle beaucoup, là, je suis désolé, mais ça, c'était mon petite intervention à guise de réflexion. Ben merci beaucoup, Julio. C'est très important, je pense. Là. Puis on a le temps, en fait, là, on est en avance sur l'horaire. Il nous reste 10 minutes. En fait, s'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui aimerait prendre la parole, poser une question, amener une clarification, peu importe, il y a de la place, là. Même si les panélistes aussi veulent dire autre chose. En fait, donc, on a une main levée de Maxime Thibault. Vas-y. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. C'est super intéressant. J'aurais une question peut-être pour Michel. J'en profiterai de l'occasion. Salut Michel. Une question qui me taraude un peu. Il y a une croissance quand même de travailleurs migrants temporaires dans les petites fermes bio au Québec. Là. Il y en a de plus en plus dans les fermes maraîchères, les paysannes. Puis je voudrais savoir si tu étais au courant, si tu étais documenté, si les conditions de travail, les salaires, les heures, les relations entre employés et employeurs étaient différents que dans les grosses fermes. Est-ce qu'il y a une différence de traitement? Je ne sais pas si tu as été en contact avec des travailleurs migrants qui sont dans les petites fermes bio, mais je sais que c'est en croissance, donc je me demandais comment ça se passe exactement. Merci. Je ne peux pas te donner de statistiques par rapport aux fermes bio. Ce que je sais, parce que moi-même, je fais affaire avec une ferme bio pour ma famille. Écoute, ce que je sais, c'est qu'ils sont bien traités, dans le sens que les conditions ne sont pas différentes des autres travailleurs, mais c'est évident que dans une philosophie coopérative, par exemple, il y a une participation de tout le monde là-dedans et on ne demande pas plus à ces travailleurs-là qu'aux travailleurs normaux qui travaillent dans ces fermes-là, comparativement, par exemple, à des fermes hyper industrialisées où tu as 150, 200 travailleurs, où là, c'est la grosse production qui sort, où là, c'est vraiment, on pousse les travailleurs là, à produire de plus en plus vite et de plus en plus rapidement. Et bien sûr, pour une question de meilleur profit pour l'employeur. Ce qui n'est pas le cas dans les fermes bio, où là, il y a une espèce de solidarité entre eux, même si c'est des travailleurs temporaires qui sont là. C'est ça la différence, je te dirais, qu'on peut retrouver là, dans les fermes biologiques principalement. Donc, peut-être une plus grande conscience aussi de qui sont ces travailleurs-là et dans les coopératives et un certain respect de ces travailleurs-là aussi dans ces fermes. Mais je ne pourrais pas te donner d'autres informations par rapport à ça. Au Québec, actuellement, c'est 17 000 travailleurs qui viennent travailler dans les fermes. L'année passée, on avait 17 700.
et environ 5000 travailleurs de la production alimentaire, ce qu'on appelle la transformation alimentaire, comme Olimel, les boucheries, par exemple, ou les abattoirs et tout ça. Là. Donc, beaucoup de travailleurs arrivent aussi de ça. Donc, au total, ça tourne alentour de 27 000, là, si je calcule l'ensemble de la production agricole au Québec. Mais en termes de travailleurs agricoles, c'est 17 700 l'année passée, puis ça devrait augmenter encore 2000 cette année. C'est ce qu'on attend. D'ailleurs, cette année, juste pour le mois d'avril, 42 avions charter qui arrivent et c'est 8000 travailleurs là, qui vont arriver tout au cours du mois d'avril. J'en ai eu à peu près une douzaine du côté du mois de mars et le mois de mai, ça s'annonce aussi avec beaucoup de travailleurs. Alors, comme je dis, le RATMAC est à l'aéroport ici. On les rencontre un par un et ils nous connaissent. Ils savent qui on est. Ils visitent nos sites web et notre compte Facebook et ils nous appellent aussi parce que j'ai 4 intervenants plein temps là, qui répondent à leurs questions au téléphone. Et on a nos juristes aussi qui s'occupent d'eux lorsqu'il y a des problématiques de normes, du travail, santé, sécurité ou même d'accidents de travail. On s'organise bien sûr pour les défendre devant les tribunaux, ce qui est nouveau d'ailleurs parce que les agriculteurs ne s'attendaient pas à ça. On se retrouve souvent, si vous êtes qui vous? Bien, je dis, on est là sur un groupe de défense de droit. Alors de plus en plus, les employeurs nous connaissent et on est l'empêcheur de tourner en rond. On leur met des bâtons dans les roues en disant, écoutez, respectez les lois, s'il vous plaît. Alors, ça fait partie un peu du rôle que le RATMAC s'est donné au cours des dernières années. Voilà. Merci beaucoup, Michel. On a une question dans le chat qui demande en fait combien sont payés ces travailleurs. Est-ce que c'est la même chose que s'ils étaient québécois? Oui, c'est la loi des normes du travail qui s'applique à eux. Donc, l'ensemble des lois, en principe, s'appliquent à eux en passant. Hein. Santé, sécurité, accident de travail, normes minimales de travail, mais souvent, malheureusement, les employeurs ne respectent pas les lois. Et c'est là que j'interviens dans le dossier, c'est là que je dénonce. Je vous dis, on ne dénonce pas seulement du point de vue des tribunaux, mais on va aussi au sein des gouvernements parce qu'on siège, et d'ailleurs, Julio était là tout à l'heure, je siège avec lui d'ailleurs sur la table de concertation des travailleurs temporaires au sein des gouvernements, et on dénonce continuellement des abus Si vous allez sur notre site web, vous allez voir toutes les interventions que j'ai faites médiatiques, dont l'année passée où je dénonçais le fait que les travailleurs travaillaient 16, 17, 18 heures par jour. Ça n'a aucun bon sens. Ils sont en train de tuer le capital humain qu'ils sont en train de faire. Ils sont fatigués, ces travailleurs-là. Et c'est là que les accidents de travail arrivent et on a eu des décès, malheureusement. Et on les fait travailler 6-7 jours par semaine. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que les lois soient respectées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on reçoit plein d'appels téléphoniques et que moi, j'interviens continuellement dans des fermes où ces droits-là ne sont pas respectés. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Julio, tu as quelque chose à contribuer? Je voulais simplement ajouter pour la dernière question qu'en fait, en milieu syndical, ça varie, mais on ne peut pas faire de disparité de traitement pour les mêmes tâches à accomplir, c'est le même salaire. Mais en revenant pour l'initiative agricole, c'est notre population, étant donné qu'ils ont voulu se syndiquer puis se battre pour de meilleures conditions de travail. Et on était exemptés de cette incitative. Alors nous, on a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne parce qu'on pense que c'est de la discrimination par conviction politique. Puis tant nos Québécois comme nos travailleurs étrangers temporaires n'ont pas pu recevoir les $100 de plus par semaine parce qu'il y en avait, dans certains cas, ça varie dans nos conventions collectives, mais ça peut aller entre 10 sous de plus sur le salaire minimum jusqu'à $3 de plus. Alors le gouvernement nous disait qu'on pouvait choisir 5 personnes par unité de négociation. C'est quasi ridicule quand on a 300 personnes. Puis la comble de malheur, c'est que les nouveaux qui étaient comme en période de probation, qui avaient les salaires minimums, aussi qu'ils l'avaient. Alors, c'est juste un petit parenthèse pour la question du salarial. Eh bien, merci beaucoup. On approche de la fin. En fait, je laisserai un dernier tour de parole. Si quelqu'un de l'Union paysanne a envie de prendre la parole, ajouter un mot, je ne sais pas, je vous laisserai un petit 1 minute ou 2. Je ne sais pas, Jean-Simon, Marie-Josée, Gaspard, si vous avez quelque chose à ajouter, là, vous n'êtes pas obligés, mais c'est le fun de vous voir. Oui, ben, je peux me lancer. Bonjour, Marie-Josée, je suis la coordonnatrice de l'Union paysanne depuis maintenant 5 ans. Écoutez, je suis vraiment heureuse beaucoup à nous, tout le monde. Merci à tous les panélistes de cette merveilleuse contribution. Vous savez, nous, il y a un problème avec ton micro, Marie-Josée. Ah, excusez-moi, je pense que j'avais... C'est bon comme ça? Oui. OK. Nous, à l'Union paysanne,
on a souvent un discours, on a effectivement un discours axé sur la souveraineté alimentaire en lien avec la Via Campesina aussi. Puis effectivement, ce discours-là s'inscrit dans une perspective internationale de solidarité et de justice climatique et internationale. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, quand on entend le gouvernement du Québec nous parler d'autonomie alimentaire sur toutes les tribunes, puis qu'on les voit, par exemple, récemment attribuer des grosses subventions aux serres Toundra à Saint-Félicien pour faire des cocombes, puis aux serres d'Emers pour faire une grosse serre là, de 15 hectares à Lévis. C'est sûr que nous, on a un discours qui va un peu à contre-courant. On invite les gens à réfléchir un petit peu plus loin. Oui, de quelle autonomie alimentaire on parle, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est vraiment de l'autonomie alimentaire que tu financer des très gros projets industriels qui dépendent à peu près à 100% pour les intrants chimiques qu'ils vont devoir mettre dans leur culture pour réussir à faire des tomates puis des cocombes à cette échelle-là, puis aussi qui dépendent à peu près 90% des travailleurs étrangers agricoles pour la culture de ces légumes-là. Donc, pour nous, évidemment, c'est des cultures, évidemment, aussi qui ne sont pas ancrées dans leur territoire, qui ne visent pas à nourrir des communautés qui sont proches d'eux. On parle des milliers de camions qui vont transiter dans ces serres-là pour desservir tout le marché du Québec, puis qui viennent aussi faire un peu du dumping à l'échelle régionale, à l'échelle des communautés, parce que le paysan qui fait sa petite tomate bio, son petit cocon bio dans son champ, puis qui veut vendre ça en circuit court, c'est sûr là, que peut-être qu'il ne sera pas capable de vendre son cocon et sa tomate à 50 cents, 70 cents. Peut-être que ça vaut le 2 $ la tomate ou 1,50 $. Donc, on enlève comme ça la possibilité de favoriser la petite agriculture paysanne en subventionnant des gros projets industriels. Fait que c'est sûr que nous, on demande au gouvernement de quelle autonomie alimentaire on parle. Puis, on veut aussi mettre l'accent sur le fait que si jamais les frontières ferment avec l'Europe, avec les États-Unis pour un conflit géopolitique, une catastrophe climatique ou peu importe, ces serres-là ne seront plus à mesure de nous produire de la nourriture parce qu'ils dépendent d'intrants américains, ils dépendent des travailleurs étrangers pour la récolte. Donc, c'est complètement déconnecté de la réalité des territoires. Puis de la même manière que vous en avez un peu glissé un mot, là, les panélistes au cours de la rencontre, mais ces gens-là ces serres-là qui débarquent dans des milieux ruraux avec des 150 emplois, par exemple, dans un village, des fois, qui a 400 personnes, c'est pas réaliste. Puis après, c'est comme, OK, on fait venir des travailleurs migrants, mais il faut les loger, il faut leur accorder un transport, faudrait qu'il y ait un permis de conduire, des voitures, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas... Donc, tout ça est à prendre en considération, puis on dirait que c'est pas intégré dans les communautés, c'est pas une agriculture qui est viable selon nous, puis on doit essayer de sortir de ce modèle agricole-là, puis commençons donc par au moins réorienter les subventions, donner des subventions à un modèle agricole qui serait beaucoup plus paysan et axé sur nourrir ces communautés. Merci beaucoup, Marie-Josée. Je pense que tu nous as fait un bon survol de la situation qui est très, très claire, en fait. Je pense que ça, c'est super important, en fait, de clarifier ces enjeux-là qui sont très complexes. On arrive vraiment à la fin. Dans le fond, je voulais vraiment vous remercier chacun et chacune des panélistes. Geneviève Savigny de la Confédération paysanne, Amélie Nguyen du CISO, Michel Pilon du RATMAC et Chanel Chief Anishinabek. En fait, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous, en fait, de nous éduquer, de nous aider à ce qu'on s'éduque chacun un peu plus et qu'on puisse être en solidarité les uns avec les autres. Je pense que pour la souveraineté alimentaire au Québec, les différents groupes bafoués par le capitaliste, on n'a pas le choix de se mettre ensemble pour s'entraider. En fait, on est des citoyens, les citoyennes, les gens de la base. Je voulais vous dire aussi action, qu'est-ce qu'on peut faire à l'Union paysanne? On a toujours besoin de bénévoles, de gens pour contribuer. Par exemple, pour qu'est-ce qui est des communications, les réseaux sociaux, nous aider à partager notre message. Donc, on n'a pas besoin d'être paysan ou paysanne pour s'impliquer à l'Union paysanne. C'est vraiment un regroupement qui allie l'alliance des citoyens, citoyennes et des paysans, paysannes. Donc, les travailleuses agricoles aussi sont les bienvenus. Personnes des communautés autochtones aussi. Donc, en fait, tout le monde est bienvenu à participer, à contribuer. Comme Gaspard vient de l'écrire aussi, merci infiniment aux interprètes Peter et
Mon Dieu, j'ai un Raymond. Je m'excuse, Raymond. En plus, je connais très bien Raymond. Peter et Raymond, sans vous, en fait, ça ne serait pas aussi inclusif, puis on ne pourrait pas, en fait, avoir tout le monde au Québec. Hein. Donc, merci beaucoup. Et hey, super Julio qui veut devenir membre de l'Union paysanne, ça va nous faire grand plaisir. En fait, vu le grand engouement de l'événement d'aujourd'hui, ça va nous encourager certainement à en organiser d'autres et à peut-être plus souvent. Donc, ben, merci infiniment. Puis, je vous souhaite de vous inscrire aussi à l'infolette de l'Union paysanne et sur notre page Facebook et faire de même avec les autres organisations qui ont participé aujourd'hui. Alors, merci à tout le monde et passez un super beau samedi. Merci à Geneviève pour l'animation aussi, c'était super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Bonne journée. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Au plaisir, merci.